Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, des milliers de Maliens ont manifesté partout dans le pays ce vendredi. Ils ont répondu à l'appel de la junte contre les sanctions ouest-africaines qui frappent le pays. Nous retrouverons notre correspondant Serge Daniel dès le début de ce journal à Bamako. Des manifestations aussi en Tunisie, malgré les interdictions de manifester et un important dispositif policier. Mais contre, cette fois-ci, le président Kais Saied à l'occasion du 11e anniversaire de la chute de Ben Ali. Nous irons sur place dans ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations, vue par les supporters des équipes du Sénégal et de la Guinée, des rivaux sportifs qui se sont neutralisés aujourd'hui en faisant match nul. Mais vous verrez que les supporters sont très mobilisés et espèrent voir leurs équipes remporter cette coupe. Reportage à suivre. Ils étaient des milliers ce vendredi à manifester partout au Mali à l'appel de la junte militaire, mobilisée contre les sanctions de certaines instances internationales, fermeture des frontières de la CEDEAO, embargo sur les échanges commerciaux et sur les transactions financières, des sanctions qui menacent l'économie d'un pays parmi les plus pauvres au monde et déjà éprouvé par les violences et la pandémie. On écoute les manifestants. Nous sommes venus pour soutenir le pays, que tout le monde sorte, que tous les musulmans sortent pour soutenir le pays. Comme le dit un proverbe malien, quand le tam-tam sonne et appelle les fils du pays, on répond à l'appel. Voilà pourquoi je suis là. Le Mali a appelé tout le monde aujourd'hui. Tous les enfants du Mali sont sortis en réponse aujourd'hui. S'ils vous enferment dans une pièce et qu'ils s'en vont avec la clé, que feriez-vous ? De l'intérieur, pensez-vous pouvoir négocier ? Vous essayez d'abord de sortir par la porte ou la fenêtre pour aller chercher du pain pour nourrir votre famille et vos enfants. Allez, pour aller plus loin, on retrouve Serge Daniel, correspondant RFI France 24. Serge, à voir la mobilisation très forte, peut-on dire que la junte a réussi son pari ? Ah oui, le pari de la mobilisation a été réussi, totalement réussi. Vous avez entendu tout à l'heure celui que vous avez interrogé et dit nous sommes sortis pour défendre le pays. C'est au-delà de la junte, ceux qui sont sortis, les milliers de personnes qui sont sorties ici à Bamako, ou à l'intérieur à Tombouctou, à Kay, à l'extrême ouest ou encore au sud du Mali, sont sortis pour défendre le pays. D'abord le pays, et c'est quelque chose de très important. Alors, ils ont défendu le pays contre les sanctions de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, et pour dire aussi, nous sommes maliens, nous voulons l'unité de notre pays. Il y avait ces deux symboles au cours de ces différentes manifestations. Et alors, dans les pancartes, on a pu lire certains messages, des messages anti-français de certains manifestants accusant le pays de tirer les ficelles de ces sanctions ou d'abandonner tout simplement le pays. Serge, je vous propose qu'on écoute d'abord le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et on en parle juste après. Nous sommes et nous voulons rester au Mali, mais pas à n'importe quel prix, et nous sommes au Mali pour combattre le terrorisme et pas pour autre chose. Nous allons réunir la coalition internationale pour le Sahel, pour faire le point de la situation après les décisions prises par la CEDEAO à la suite de la volonté de la junte de ne pas mener la transition dans les délais qu'elle avait initialement prévus. Serge Daniel, comment est-ce que vous analysez justement ces messages anti-français qui ont pu être émis lors de la manifestation ? En réalité, la France et le Mali ressemblent à un vieux couple qui a des problèmes et qui ne veut pas divorcer. C'est valable pour les Maliens et c'est valable également pour les Français. Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise diplomatique, une crise politique entre Paris et Bamako. C'est évident, il y a une tension. Mais au même moment, il faut savoir que sur le territoire national, au nord, l'armée malienne et l'armée française, main dans la main, sont en train de lutter contre le terrorisme, sont en train de traquer les terroristes sur le terrain. J'ai lu encore tout à l'heure un communiqué de Barkhane qui disait qu'avec l'armée malienne, et ça a été confirmé par les forces armées maliennes, il y a du résultat sur le terrain. Donc en fait, ça ressemble à un vieux couple qui a des problèmes, mais qui ne veut pas divorcer. Et on se demande justement quelles sont plus largement les sorties de crise possibles à ce stade, car malgré les sanctions, la junte dit poursuivre des discussions avec la CEDEAO, par exemple.
Ah oui, ça c'est très important. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, le colonel Maïga, a été très clair au ministre lors du meeting. Il a dit « Nous voulons négocier avec la CEDEAO. Les portes du dialogue ne sont pas fermées. » Et la semaine prochaine, d'après nos informations, deux délégations maliennes se rendront en Mauritanie et en Algérie, deux pays voisins du Mali qui ne sont pas de la CEDEAO, qui n'ont pas fermé les frontières. Question de pouvoir contourner l'embargo, mais pas pour longtemps, parce qu'il va falloir retourner à la case négociation. Et ce qui se dit ici d'ailleurs, c'est que le téléphone fonctionne toujours entre les responsables de la CEDEAO et le Mali. L'idée, c'est de trouver une durée de transition responsable, raisonnable. On parle d'1 an au maximum, d'après ce que nous avons entendu dans des chancelleries. Merci beaucoup Serge Daniel pour toutes ces explications en direct de Bamako. En Tunisie aussi, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour marquer leur opposition au président Kais Saied à l'occasion du 11e anniversaire de la chute du dictateur Ben Ali, et ceci malgré un important dispositif policier et l'interdiction de manifester. Le point avec notre correspondante Lilia Blaise. C'est un anniversaire qui laisse un goût amer pour les manifestants qui étaient venus commémorer aujourd'hui la date du 14 janvier 2011, cette date qui marque la chute de l'ex-dictateur Zine El Abidine Ben Ali et qui pendant 10 ans a été la date anniversaire de la Révolution. Elle a été changée l'année dernière par le président de la République Kais Saied qui a décidé que la célébration de l'anniversaire de la Révolution devait commencer au 17 décembre, la date de l'immolation du vendeur ambulant Mohamed Bouazizi. Alors pour les manifestants qui étaient venus ce vendredi et qui avaient répondu à l'appel de partis politiques tels que le parti islamiste Ennahda, des partis de gauche, mais aussi un collectif, le collectif citoyen contre le coup d'État. Pour ces manifestants, il fallait braver l'interdiction de tout rassemblement public en raison des restrictions sanitaires, mais aussi marquer à la fois cet anniversaire et leur opposition au président Kais Saied lorsqu'ils ont tenté de briser les cordons de sécurité qui étaient répartis tout au long de l'avenue Habib Bourguiba. Il y a eu des tensions entre les manifestants et la police qui se sont soldées par des échauffourées, des bousculades, des agressions, parfois même de journalistes, et puis aussi des jets d'eau qui ont été lancés par les camions de police pour disperser les foules. Alors aujourd'hui, pour la plupart des opposants à Kais Saied, ce resserrement sécuritaire symbolise, selon leurs mots, la dérive autoritaire que peut prendre le régime de Kais Saied qui s'est octroyé tous les pouvoirs depuis le 25 juillet. D'autres réclament la mise en place urgente d'un dialogue entre Kais Saied et les partis politiques, même les partis d'opposition, mais aussi la société civile et puis bien sûr les forces syndicales qui critiquent aujourd'hui beaucoup l'action du gouvernement désigné par Kais Saied, notamment sur le plan des réformes économiques. Chez les voisins algériens, c'est l'épidémie de Covid qui inquiète. Les malades hospitalisés liés au coronavirus seraient 6 fois plus importants en un mois. Avec à peine 30% de vaccinés, le pays tente de résister à une 4e vague forte due au variant Omicron. Fin décembre, le gouvernement a annoncé l'instauration prochaine d'un pass vaccinal pour tous les plus de 18 ans. On passe à la Coupe d'Afrique des Nations qui termine sa première semaine ce dimanche et c'était le duel très attendu du groupe B entre les Lions de la Teranga et le Sili national. Il s'est finalement soldé par un match nul et vierge. Le Sénégal et la Guinée sont des vieux rivaux sur le plan sportif et les supporters s'étaient fortement mobilisés. Reportage de nos correspondants à Dakar et à Conakry, Sarah Sako, Eliman Dao et Malik Diakité. Au pied du monument de la Renaissance de Dakar, des supporters en transe pour soutenir leur équipe. L'enjeu est de taille. La Guinée est un pays frère avec lequel le Sénégal entretient une rivalité sportive depuis toujours. Pas question pour Pape de perdre ce match. Sénégal lañ bëgg te moom xoolaat dañu jaral lu ne gis nga nii julliwunu ñooy nii lenn rek la ñuy ñaan ñu gën a Guinée inchallah qualifié quart de huitième de finale. Après une première mi-temps plutôt terne, les Lions passent enfin à l'offensive. Les supporters rongent leurs freins, la tension est palpable. Le but tant attendu ne viendra pas. En Guinée aussi, on s'est fortement mobilisé. Cela fait 22 ans que le Sili national n'a pas battu les Lions sénégalais.
Alors quand le match se termine finalement par un nul, les Guinéens, eux, applaudissent. Nous pensons que nous méritions avoir au moins 2 buts d'écart. C'est un match nul avec le Sénégal qui est notre bête noire depuis toujours. Et ça, c'est une joie que je ne saurais vous expliquer. Franchement, je suis très contente. C'est un match nul, mais pour moi, c'est une victoire. Au Sénégal, c'est la déception. Les supporters gardent toutefois espoir pour la suite de la compétition. Il faut passer par des difficultés pour avoir une bonne chose. C'est ça la vie. Cette année, c'est la bonne pour nous. Dieu voulant. Match bi ni la mënoon demee parce que ñu ngi doon ñaan yàlla may ñu ndam mais xëy na ni la ko yàlla dogalee dañuy préparer suñu beneen match suñu dernier match ñu nag Malawi. La Guinée et le Sénégal occupent pour l'heure la première place ex aequo de leur groupe. Ce mois de janvier, on célèbre la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. 400 ans que ses pièces traversent les époques et le monde. L'occasion d'aller au Sénégal, où il fait partie des auteurs français les plus connus et appréciés. Reportage auprès d'une troupe qui joue le médecin malgré lui en Wolof. Et pour ceux qui ne sont pas bilingues, on vous a mis le texte original en français. Sarah Sako. C'est en Wolof que Sganarelle et Martine se disputent dans cette scène bien connue du médecin malgré lui. Et dans cette langue très parlée au Sénégal, la comédie de Molière n'a rien perdu de son mordant. La troupe Kadou Yarar travaille d'arrache-pied sur cette pièce qu'elle présentera au public dans les prochains mois. Une expérience unique mais exigeante pour ses comédiens. Tu interprètes un rôle qui est écrit depuis très longtemps et que tu dois respecter le personnage de Sganarelle, c'est pas si facile. C'est par amour pour sa langue maternelle et pour Molière que Mamadou Diol a traduit fidèlement ce texte en Wolof. Selon lui, le dramaturge français décrit à la perfection la société sénégalaise d'aujourd'hui. C'est comme s'il vivait là tellement. Les thématiques qu'il a décrites nous sont familières. Les violences conjugales, la médecine. Pendant le coronavirus, tout le monde était médecin malgré lui. Au Sénégal, Molière est également présent dans les lycées où il figure au programme, notamment en classe de seconde. La vie et l'œuvre de l'auteur sont enseignées avec passion par ce professeur. Tenez-vous bien, il est mort après la 4e représentation du malade imaginaire. Et naturellement, ça les intéresse, parce que l'histoire est captivante. Ensuite, Molière est un auteur qui écrit très bien, il est un classique, et pour toutes ces raisons-là, et pour l'homme qu'il est, c'est un cours qui est très intéressant pour les élèves, qui attire leur attention et que nous aimons bien enseigner en seconde. Corneille ou encore Racine font partie des auteurs également enseignés au Sénégal. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Bamako à Yaoundé en passant par Tunis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.